En 2024, près de 300 longs métrages ont été produits en France et la plupart n'ont pas été rentables en salle. C'est mon film! Tu fermes ta gueule! Pas étonnant puisque depuis 3 ans, les salles de cinéma françaises connaissent une chute de leur fréquentation historique. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Alors que se passe-t-il avec le cinéma français? Trop de films? Pas assez de scénarios? Je change pas une ligne du scénario. Trop d'argent? Est-ce que l'épisode du Covid et du pass sanitaire n'a pas cassé notre rapport au cinéma? Avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. On va tenter de répondre à ces questions avec Louis-Marie et Steve Moreau dans un numéro de Jamais trop pas assez spécial. Le cinéma français est-il en train de crever? C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jamais trop pas assez, un numéro spécial. Spécial cinéma. Spécial cinéma. Alors, sans plus attendre, je vais te demander d'introduire cette émission, Louis-Marie, avec ton édito de la semaine. Écoute, le cinéma français vit une crise rare à la fois dans son offre et dans sa diffusion. Alors que la fréquentation des salles atteint un niveau exceptionnellement bas, la Fédération de cinéma français demande au CNC des mesures financières d'urgence pour la sortir de l'ornière. Les grands réseaux de distribution, eux, s'interrogent sur leur devenir. Offre agressive sur les abonnements, renouvellement des salles pour se transformer à l'identique de votre salon ou cession de leur réseau à l'image d'UGC qui vient de céder 34% de son réseau au milliardaire Bolloré. À Paris, nombre de salles mythiques comme le Bretagne ou l'UGC Normandie ont déjà disparu l'an passé. Qui blâmer? Le prix des places qui a triplé en 20 ans, les plateformes de streaming, la concurrence des écrans, l'ambiance de plus en plus merdique, la hausse du foncier, le contre-coup du Covid ou tout simplement la médiocrité des films. On est intrigué par le fait qu'il y a une surabondance en France de productions non rentables. 309 longs métrages français en 2024 pour un budget moyen de 5 millions d'euros. On estime que 80% d'entre eux ne sont pas rentables. Comment cela se fait-il et quelles conclusions faut-il en tirer sur la qualité de l'offre et plus généralement l'écosystème qui permet tout cela? Est-ce la preuve d'une bonne santé ou au contraire d'un malade en fin de vie sous assistance respiratoire? À l'inverse, est-ce que la mission première d'une œuvre est d'être rentable économiquement? Alors qu'il n'a paradoxalement jamais été techniquement si simple de tourner, de diffuser son film, on s'étonnera de cette morosité, de l'absence d'originalité des productions et de la perte d'appétit pour le grand écran en général. Et on va en parler ce soir avec notre invité Steve Moreau, réalisateur indépendant, écrivain, que je te laisse le soin de présenter, mon cher Seb. On reçoit donc Steve Moreau. Tu es réalisateur de documentaires, de courts-métrages et d'un long-métrage qui s'appelle Le dos à la mer, qui est sorti en 2015, un long-métrage tiré de ton livre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, je lis sur ton site que tu es multicarte dans le monde du cinéma. Donc, avant d'être réalisateur, tu as été chef opérateur, monteur, tu as été assistant sur plusieurs grosses productions, comme Le Transporteur, Brise de Nice ou Le Dîner de Cons. Expérience dont tu as tiré un livre, Mon premier film chez Léon Gaumont. Tu as également réalisé des films institutionnels, publicitaires, documentaires, de nombreux films. Tu es également écrivain, auteur de plusieurs romans, entre autres Dos à la mer, donc Ce ruban de rêve, Fin de bobine, et le dernier en date, Pourquoi j'ai choisi ma femme, un recueil de récits sorti aux éditions Les Impliqués. Côté cinéma, c'est intéressant, tu as également fait partie de la commission d'agrément du CNC et tu as été un temps élu au conseil d'administration de l'ARP, c'est l'association des réalisateurs producteurs, je crois. Tout à fait. Dont tu démissionneras plus tard. Donc nous, on a entendu parler de toi par notre ami Tancred et on a entendu parler de toi aussi par rapport à un documentaire que tu as réalisé après la crise Covid, enfin pendant ou après la crise Covid? C'était pendant. Pendant, qui s'intitule « Y a-t-il encore un adulte sur cette planète ?» Un film qui traite, qui donne la parole aux enfants et aux adolescents et qui donnent leur point de vue sur la façon dont la crise sanitaire a été gérée. Ce film est disponible, je vous invite à le voir, ce film est disponible gratuitement sur les plateformes Crowdbunker et sur YouTube. Donc tu as une grosse activité dans le cinéma français, dans la durée, à la fois dans le système et en périphérie, ce qui fait que ton regard et ton retour sur la crise actuelle de la création sont à notre sens intéressants à écouter. On va commencer, c'était donc le cinéma français, pour ou contre? Je vais partir de ton expérience à toi, Steve, en fait, je vais partir de toi.
en fait. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure folle et dans cette activité, et surtout pourquoi et comment tu continues. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en fait, de ce que j'ai tenté de résumer, mais comment tu vois, on te situe toi par rapport à cette industrie, c'est une industrie, le cinéma. Un petit peu pourquoi je me suis lancé dans le cinéma, c'était en 98, donc mon premier film effectivement c'était Le Dîner de con de Francis Weber. Moi je suis arrivé à Paris, je connaissais absolument personne, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait le cinéma des armées, j'ai réussi à rentrer au cinéma des armées alors que je suis totalement autodidacte, et moi surtout je ne voulais pas faire d'école de cinéma. Parce que je voulais pas être formaté par un système. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, on n'est pas formaté par un système. L'inconvénient, c'est que les écoles de cinéma permettent quand même d'avoir un bagage technique, surtout les grandes écoles, et en même temps de rencontrer des gens. C'est un réseau. C'est un réseau, exactement. Et ça, c'est une grande force pour les futurs producteurs ou réalisateurs ou techniciens, parce qu'ils font leurs armes, si je puis dire, avec un environnement. Moi, je n'avais pas cet environnement. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi, en sortant de l'armée, à travailler dans un premier festival de films. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, je voulais absolument faire des films chez Gaumont, parce que moi, je suis une génération du Grand Bleu. En plus, à l'époque du Grand Bleu, je vivais sur un bateau avec mon père. On allait faire le tour du monde. Je faisais de l'apnée. Tous mes copains, c'était des navigateurs célèbres ou pas célèbres. Et donc, je baignais dans cet univers. Et quand je suis allé au cinéma voir le Grand Bleu, j'avais l'impression que Jacques Mayol, c'était ma vie, quoi. C'était exactement la même vie. J'étais seul au milieu de tous ces gens de la mer. Et donc, pour la petite histoire, j'ai étudié le film pendant 2 ans. J'ai fait plein de choses. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait le cinéma des armées. Et puis, j'ai réussi à décrocher c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, c'est intéressant que je vous raconte ça parce que c'est une jolie anecdote pour les jeunes qui veulent faire des films, qui veulent travailler dans le cinéma. Je connaissais absolument personne. J'étais dans ce festival qui était le festival du film de Sarlat. Je travaillais pour une productrice qui s'appelait Joëlle Bellon à l'époque et Capricorne Productions. Et un jour, donc au tout début, je sors de l'armée, j'appelle la Gaumont et la secrétaire m'envoie balader, bien sûr, normalement. Et je lui dis, je veux parler au directeur des ressources humaines pour essayer de décrocher. Moi, je pensais que ça fonctionnait comme ça à l'époque. Et puis elle n'a jamais voulu me passer ce monsieur. Et puis 6 mois plus tard, je me suis retrouvé nez à nez avec ce monsieur. Donc c'était très drôle. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je veux faire des films chez Gaumont. Je voudrais vous parler de votre secrétaire. J'ai pas fait d'école, mais je vais vous raconter ma vie. Et donc je lui ai écrit une lettre de 6 pages où je lui ai raconté tout le parcours. Moi, j'ai une enfance un peu compliquée et difficile. Et je lui ai raconté tout le parcours. Il a été touché, il m'a reçu. Et puis il m'a dit, voilà, vous allez rencontrer le directeur des productions de la Gaumont, qui à l'époque m'avait proposé, m'avait dit, on ne sait pas ce qu'on va faire de vous, vous venez pas de la famille. Ouais. Voilà. Et donc du coup, il m'a dit, il y a 3 films qui vont se tourner. Il y avait à l'époque, si ma mémoire est bonne, Le Dîner de con de Francis Weber, La bicyclette bleue de Claude Pinoteau, et puis Le Spoons de Gérard Houry. Et puis 6 mois plus tard, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, finalement, il n'y a plus 3 films qui se font, il n'y a plus que Le Dîner de con, donc on ne pourra pas vous prendre. Et moi, j'étais à l'époque à Cannes, au Festival de Cannes, je sélectionnais des films pour le Festival de Sarlat avec la productrice. Je lui ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai pris le premier TGV, je suis arrivé à Paris, à Neuilly, chez la Gaumont, j'ai tapé du poing sur le bureau, j'ai dit, je veux le job. Et ils m'ont embauché comme stagiaire régie. Et le premier jour... le premier jour, on m'a dit d'aller chercher le chef opérateur qui était italien, qui s'appelait Luciano Tovoli, qui avait fait 70 films, qui avait bossé avec Antonioni sur Profession Reporter, tout ça, et qui bossait pas mal aussi avec Barbet Schroeder. Et je suis allé chercher Luciano à l'aéroport, et puis on a sympathisé. Et puis quand on est arrivé chez Gaumont, il a dit, mais lui, il a rien à faire à la régie, il vient dans mon équipe. Et je suis passé à 8h, j'étais stagiaire régie, à midi, j'étais stagiaire mise en scène, image. Et c'est comme ça que j'ai commencé une carrière d'assistant caméra. D'accord. Et l'avantage d'être stagiaire, que ce soit régie ou à la réalisation, c'est que tu fais tout le tournage. Exactement, mais surtout, moi, mon école de cinéma, c'était Le Dîner de con. C'était extraordinaire, parce qu'en fait, Luciano m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a tout expliqué. Il m'a dit, si tu veux un jour être réalisateur, il faut que tu saches que c'est qu'une caméra, des objectifs, toute la machinerie, etc. Il avait entièrement raison. Et c'était encore l'époque du film pellicule, j'imagine. C'était la pellicule en 35 mm. On tournait sur à reflex et 535B. Et voilà. Et donc, j'ai eu la chance, c'est qu'en même temps, je m'occupais des retours vidéo de Francis Weber. Donc, j'avais un maître de la direction d'acteurs et de la mécanique scénaristique. Donc Francis m'a beaucoup, beaucoup appris de choses, consciemment et inconsciemment, les deux. Et puis Luciano m'apprenait l'image. Et ça s'est tellement bien passé qu'un jour, Luciano m'a dit, mais tu veux pas réaliser un film à la fin du film là ? Je lui ai dit, mais attends, c'est mon premier film. Il me dit, mais moi je t'aide. Okay. Et donc Luciano m'a appelé, à l'époque c'était une société que j'aimais beaucoup, Technovision.
Et Technovision a dit mais pas de problème, on va vous prêter le matériel pour faire votre film. Tranquille. Voilà. Et puis donc j'ai commencé, comme j'avais pas le temps d'écrire, j'ai contacté un scénariste qui m'a écrit un court-métrage qui s'appelle R.I.P. Rest in Peace, qui est sorti, qui a été acheté par Canal d'ailleurs en 98 si ma mémoire est bonne. Et ce qui est formidable, c'est que je vais vous donner cette anecdote aussi parce que c'est intéressant pour les jeunes. Un jour, Luciano, j'étais en train de préparer le film, donc je travaillais sur le dîner de con, je préparais mon premier court-métrage comme producteur-réalisateur. Et du coup, Luciano me dit, écoute, je suis embêté, le film je peux plus te prêter le matériel, plus rien ne fonctionne. Tout tombe à l'eau. Et je dis, c'est pas grave, on va trouver une solution. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit, mais non, en fait, c'était une blague, je voulais te tester. T'es prêt à être réalisateur, donc vas-y, fonce. D'accord. Et alors, c'est exactement ça le métier de réalisateur. C'est ça le métier, c'est que quand ça marche pas, ça marche. Voilà. Peut-être que je saute une étape dans ta filmographie, mais tu as vu donc arriver le numérique. Ah, totalement. Hein, tu as vu tant sur le son que sur l'image. Totalement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, presque n'importe qui peut réaliser un film à peu de choses près. Totalement. Ça s'est considérablement démocratisé. Un appareil réflexe te permet d'obtenir une très bonne qualité d'image et tu as un enregistreur Zoom. Comment tu as vécu cette arrivée, ce changement un monde a disparu et un autre est apparu? Très mal. Je l'ai très mal vécu parce que, honnêtement, je veux pas parler comme un vieux con, mais il faut dire les choses quand même. Enfin, c'est comme ça que moi je les vois. Le 35, quand on travaillait en film, il y avait un énorme respect sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une hiérarchie qu'il fallait respecter parce que c'était très important pour faire du bon travail. La pellicule coûtait tellement cher, le mètre de pellicule qu'on ne gaspillait pas la pellicule. On tournait quand on était prêt, on disait moteur, on était prêt à tourner, on disait action. Il y avait vraiment un rythme de travail qui était extrêmement sérieux et extrêmement rigoureux. Et cette rigueur, à mon sens, faisait des meilleurs films. Moi, je me souviens très bien, avant, c'est pour ça qu'on parle d'écologie aujourd'hui, t'es mort de rire, mais avant, une caméra, elle durait 20 ans. Les loueurs, ils achetaient, on avait 5 caméras à disposition, elles duraient 20, 30 ans. On n'avait pas besoin d'avoir plus. Ça fonctionnait. Après, quand est arrivé le numérique, les caméras aujourd'hui elles changent tous les 6 mois, tous les 8 mois, tous les 10 mois, j'exagère, mais pas loin. Les loueurs ont tellement plus le temps de voir l'évolution technologique c'est une guerre industrielle dans laquelle nous vivons, ça va tellement vite qu'ils les mettent en location, ils n'ont même plus le temps de lire les notices et de voir, les notices, ils sont obligés d'aller sur Internet pour voir les notices, parce qu'il n'y en a plus. Et on est rentré dans une spirale où justement l'industrie va plus vite que le reste, et où plus personne n'arrive à suivre. Et pour rendre ces outils rentables, ça devient extrêmement compliqué pour une société qui est digne de ce nom, c'est-à-dire une société de location de films ou de matériel pour les tournages. Donc on est rentré dans une spirale folle. Et en même temps, cette démocratisation, la preuve, là on en peut se parler, on a des outils numériques qui nous permettent aussi de faire des choses d'une façon beaucoup plus souple et beaucoup plus adaptable. Mais ça a changé considérablement toute l'industrie cinématographique, tu l'as répété tout à l'heure, tu disais sonore et autres. Et alors bien sûr, ça a du bien et du moins bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde a sa chaîne YouTube, tout le monde a accès à... Tout le monde peut créer tout ce qu'on veut. Le problème, pour moi, il n'est pas là. Il est surtout sur la diffusion aujourd'hui, le problème. C'est-à-dire qui contrôle les tuyaux et qui alimente les tuyaux. Parce qu'il y a une sorte de grande... Alors, moi, j'ai ma petite expérience parce que j'ai participé... Enfin, moi, j'ai pu faire des films grâce au numérique, donc, parce que je n'avais pas accès, comme toi, à la pellicule. Et effectivement, il y avait un problème de diffusion, mais en même temps, j'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi simple. Moi, j'ai fait un documentaire il y a une dizaine d'années. Enfin, on a pu le sortir en salle assez facilement. Enfin, c'était des choses auxquelles j'aurais même pas pu en rêver 15 ans avant, en fait. C'est-à-dire que maintenant, tu peux effectivement tourner quelque chose assez simplement. Tu peux diffuser sur YouTube, bien sûr, mais tu peux aussi diffuser en salle. C'est-à-dire que tu peux même gérer toi-même la billetterie, tu peux faire des With Event, tu peux même faire du crowdfunding, tu peux même produire ton... après ça, c'est pas la même échelle mais voilà, tu peux faire des choses quand même avec le numérique. Après ça, il y a la question du talent. Quand tu dis les tuyaux, c'est... Qu'est-ce que tu entends par là? C'est l'accès à un plus grand... Le problème qu'on a, on se retrouve le problème dans pratiquement toutes les strates de la société actuelle, c'est-à-dire que la démocratisation du matériel, qui est effectivement quelque chose de très positif aussi, il ne faut pas avoir que le négatif,
a fait ramener aussi énormément de monde. Donc, si tu veux, des métiers qui avaient à l'époque une notoriété, où il y avait des gens avec, on va dire, entre guillemets, des qualifications, parce qu'on apprenait le métier. Moi, je suis arrivé, on était stagiaire, on passait second, on passait premier. Après, tu devenais soit chef opérateur, soit tu passais à la réalisation. Enfin, on formait les gens. Aujourd'hui, aujourd'hui ou même il y a déjà une quinzaine d'années, moi, aujourd'hui, tu vas chez les loueurs, mais les assistants, avant, on se connaissait tous parce que on évoluait, on était chez les loueurs, on voyait le matériel, on discutait, on échangeait des choses. On n'était pas à l'époque aussi nombreux. Mais aujourd'hui, tu sais même plus qui est qui. C'est-à-dire qu'il y a un tel turnover, ça va tellement vite que tu ne croises même plus les gens. Et c'est vrai que la démocratisation moi je le vois, tous les outils de machinerie qui sont devenus complètement des gadgets, des jouets aujourd'hui, tu peux faire des choses, c'est vrai, extraordinaires. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne fait pas de films extraordinaires. C'est ça qui est fascinant. Le talent n'a pas été numérisé. Mais non, mais parce qu'avant, on avait, si tu veux, avant, moi, quand j'étais jeune, et mon Dieu, combien j'ai aimé le cinéma et combien je l'aime, et je l'ai défendu pendant des décennies, t'allais voir un Besson, t'allais voir un Benex, t'allais voir un autre, t'allais voir un Tarkovsky, t'allais voir un Buñuel, on allait voir un cinéaste, on allait voir un univers, on allait voir un Fellini, on allait voir un Clint Eastwood, etc. Aujourd'hui, j'entends d'abord, où sont-ils les nouveaux ? Ils ne sont pas là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nouveau Besson, il n'y a pas de nouveau Benex, il n'y a pas de nouveau... pas de nouveau Piala. Il n'y a pas de nouveau Piala. C'est-à-dire que on ne parle plus de cinéastes, parce que les cinéastes, pour moi, ont perdu le pouvoir. Et quand je dis avoir le pouvoir, ce n'est pas une obsession égocentrique. C'est juste que le pouvoir d'essayer d'imposer un univers et des choses... un propos. Exactement, un propos singulier, un propos qui fait avancer ce qui veut dire un propos l'humanité, qui fait avancer une société, qui fait réfléchir une société. Ça, alors bien sûr, on a quand même encore des cinéastes, je dis pas, mais ils sont où les nouveaux aujourd'hui ? On parle tous, Polanski, il a 90 ans, je sais pas, Scorsese, il a quoi, 85 ans, Clint Eastwood, il a 93 ans, Woody Allen, il a 92 ans. Enfin, je veux dire, on parle des monstres sacrés, quoi. Je veux dire, ils sont, et aujourd'hui, moi je le vois, j'ai des enfants j'ai une fille de 15 ans et un fils de 12 ans. C'est moi qui leur fais leur culture cinématographique pour qu'ils connaissent des cinéastes. Les cinéastes ont complètement été bouffés par le système. Alors, vas-y. Oui, non, il y a quelques temps, j'assistais à un tournage dans mon quartier, donc ils avaient fermé les rues. C'était un tournage ça se passait pendant la guerre, donc il y avait des voitures d'époque, tu vois. Le plateau était installé, et dans un coin, il y avait un fond vert. C'est qu'au cours du tournage, alors qu'ils avaient entièrement reconstitué, c'était, je crois, c'était la libération de Paris, tu vois, le thème c'était ça. Et qu'ils avaient De Gaulle. Entièrement, ça doit être De Gaulle. Ça, ils avaient entièrement reconstitué le moment. Ils avaient installé un fond vert, donc ils se préparaient. À tourner une scène qui ensuite allait être numérisée. Est-ce que c'est pas là aussi que ça se passe maintenant, ce qui se passe dans le labo, comme tout est possible. Oui, c'est-à-dire qu'avant, quand tu parlais d'artisanat, moi, c'est un truc qui m'a vraiment... Moi, j'ai très peu connu les vrais tournages, parce que je suis un peu... on a à peu près le même âge, mais je suis arrivé un peu après sur le marché, et moi, j'étais directement dans le numérique. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup rencontré de gens de la profession qui me parlaient justement de l'importance du chef opérateur, et que c'était... Parce que moi, ça m'a toujours étonné, le chef opérateur était souvent des fois mieux payé que le réalisateur sur un tournage. Alors, il fait quoi, le chef opérateur ? C'est le directeur de la photo, c'est lui qui fait l'image. C'est l'image. Et en fait, ça a été une vraie valeur ajoutée, un chef opérateur. C'est pas une valeur ajoutée, en fait, c'est lui qui tient le film, en fait, en gros, parce que à l'époque, il y avait, avant les années 80, il n'y avait même pas de retour vidéo, en fait, de ce que tu filmais. Donc, en fait, tout le monde, toute l'équipe, le producteur, le réalisateur, les acteurs, tout le monde,
était en confiance totale avec le directeur de la Donc, photo. lui supervisait le développement de la pellicule. Bah, il fait ses calculs, il calcule la lumière, il prend la sensibilité de la pellicule, il pense à la façon dont ça va être tiré au labo et tout. Et en fait, c'est un savoir-faire, tu vois, c'est de l'expérience. Mais en fait, tout le monde est comme ça, parce qu'en fait, Parce qu'il n'y a qu'au moment de il y a qu'au moment que tu visionnes les rushs le lendemain C'est ça. que tu c'est peux réussi ou c'est savoir. raté, en Ouais, fait. ouais, ouais. Donc en fait, bon, tu vois, le mec c'était le plus gros. Souvent sur les tournages, le salaire était plus élevé pour le chef-op que pour le réalisateur. Ouais. Maintenant, cette fonction-là, alors il y a eu déjà l'arrivée de la vidéo, le retour vidéo, les combos sur les tournages. Là, ça a changé plein de choses. Que les gens commençaient à pouvoir regarder, je suis pas bien là, machin, ils commençaient à pouvoir regarder l'image en direct. Bon, là, ça a commencé à foutre le beans. Et maintenant, c'est simple, le chef-op, en gros. Bon, on s'en fout, on verra ça en poste. On verra ça en montage. C'est pas toujours vrai parce que d'abord il y a beaucoup de chefs opérateurs qui sauvent beaucoup de réalisateurs, Oui, surtout toujours, à notre ouais. époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films où le réalisateur signe le film et c'est le chef opérateur qui a fait le film. Faut dire la vérité. Oui, parce qu'en fait, il fait quoi le réal? Il Les n'écrit films pas de l'histoire. les Non mais, non, mais aujourd'hui, Film de n'importe comédien. qui peut être réalisateur. Ouais. C'était pas le cas il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, il suffit que tu aies des bons copains bien placés ou que tu sois ami avec une vedette et tu es réalisateur. Donc, tu sois acteur. Ça ne tient qu'à ça aujourd'hui. Donc Parce qui que- va faire le film? C'est le chef opérateur qui fait le film avec Non. le cadreur. Et le scénariste écrit l'histoire. Parce que quelque part, le réalisateur, c'est celui finalement qui a le moins de notions techniques et qu'on n'a presque pas besoin s'il est entouré d'une équipe en béton. Et en France, je dis ça non pas parce que je suis un ancien technicien, mais en France, on a parmi les meilleurs techniciens de la planète. Ouais, Même les Américains le disent. Parce qu'on sait se débrouiller, parce qu'on est adaptable à plein de situations. Les États-Unis ont des techniciens hors pair, mais ils ont des gros moyens pour que ces techniciens hors pair puissent travailler dans d'excellentes conditions. Nous, ici, on est encore vraiment dans le système D, c'est-à-dire que par rapport au budget que coûtent les films, on a des techniciens qui sont très bons et on a des fournisseurs, c'est-à-dire des industries techniques qui sont excellentes. Et moi, j'ai quand même fait 4 courts-métrages, des documentaires, un long-métrage et tout. Et j'ai déjà toujours été très bien reçu par les fournisseurs. Et d'ailleurs, beaucoup de fournisseurs, on l'oublie, mais prennent beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'ils aident beaucoup de jeunes, ils aident beaucoup de gens à devenir réalisateurs ou à devenir producteurs. Et que quelquefois, quand ces gens-là deviennent des vedettes ou des stars, ils l'oublient. Il y en a qui ne l'oublient pas, mais il y en a qui l'oublient. Alors, qu'est-ce qui manque au cinéma français? Parce que moi, j'ai une polémique, une discussion qui a eu lieu il y a 1 an ou 2, je crois, c'est sur les scénarios. Déjà, l'extrême médiocrité des scénarios et sur le fait qu'il n'y a pas un milieu, enfin, il n'y a pas un système économique suffisant pour que le scénariste puisse vivre de son travail, que très souvent, moi je connais un écrivain qui est scénariste et qui raconte qu'effectivement, des fois, ils se font piquer le scénario, le réal met son nom dessus alors qu'il n'a rien écrit, par exemple. C'est une histoire de la création, ça. Oui, non, mais quand je vois le poids des scénaristes aux États-Unis, oserais-je dire la qualité aussi, parce qu'il y a quelque chose. Non, ce que je peux dire sur moi, la question, je reformulerai la question. Je pense pas qu'on ait de mauvais scénaristes ou de bons scénaristes. C'est pas le débat. En fait, le problème, c'est que moi, je pense que le modèle économique en France, où il n'y a pas, on va revenir un peu sur l'introduction qu'on a fait, comme en fait, on a l'impression que en France, il y a une abondance de films. T'as la carte ou t'as pas la carte pour les faire. Avant, il suffisait d'avoir un succès, tu avais la carte pour 3 ou 4 films. Maintenant, on ne sait même plus ce qui fait que tu as la carte ou pas. C'est effectivement tu te demandes si c'est pas des. C'est souvent parce que tu es connu d'une façon ou d'une autre, voilà, sur YouTube, ou c'est parce que tu es un acteur. Il y a beaucoup de films d'acteurs. Enfin, c'est un truc de fou. Il n'y a plus que des films d'acteurs. D'ailleurs, je pense qu'ils ne sont pas réalisés par eux, en fait. Par le chef-op. Voilà. Mais non, ce qui fait, en fait, voilà. Donc, tu as la carte. Tu peux faire des films, en fait, et tu as l'impression que, on l'a dit, 80% des films qui sont pas rentables, en fait, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, en fait, il y a moins d'exigences. Sur la qualité du script, sur la façon de faire les personnages. On critique, par exemple, tu vois, quand tu prends des séries américaines, genre les trucs comme Friends ou des machins, qui sont coupés par la pub. Quand tu es aux États-Unis, ton programme il est coupé par la pub en permanence. Tes 15 minutes de programme, elles ont intérêt à être sacrément bien écrites pour que le mec il reste 10 minutes il se tape 10 minutes de piste qu'il n'a pas sur une autre chaîne papillonnée parce qu'il a faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Donc crois-moi que ça a intérêt de bien écrit. Je crois... C'est peut-être le problème du cinéma français, c'est qu'il y a peut-être
En plus, on a un peu le culte de l'auteur-réalisateur. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de... Bon, tu es le seul maître à bord. Voilà. Parce qu'on a aussi le culte peut-être de l'auteur-réalisateur, mais en France, on a aussi le culte du texte. Tu vois, la littérature. Le scénario est écrit, le film est ailleurs. Hein. D'abord, je pense qu'il n'y a pas un cinéma français, il y a des cinémas français. D'abord, on ne peut pas comparer des grosses comédies françaises financées par des grands groupes et puis des films indépendants. C'est très compliqué. C'est une situation qui est simple pour personne, c'est-à-dire qu'elle est à l'image du reste du monde, elle est à l'image du milieu de la justice, du milieu de l'éducation. On est dans une spirale qui est complètement folle, c'est-à-dire qu'on est dans même le monde de l'édition se retrouve dans la même problématique que le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'on est face à une offre qui est très très dense, importante, folle. Il y a une course en avant que personne ne contrôle. Il faut dire la vérité. Et il y a l'arrivée de l'IA qui vient compliquer. Il y a l'arrivée de l'IA qui va aussi compliquer tout ça. Non, je pense aussi que on est dans un pays qui a été un grand pays, qui a eu un grand cinéma français, qui pense toujours qu'il a un grand cinéma français ou qu'il est toujours un grand pays, sauf qu'on est de plus en plus rien. Alors, de temps en temps, on gagne une Palme d'Or, de temps en temps, on gagne un Oscar, de temps en temps, on gagne des Césars, on gagne des prix internationaux avec des films français. Beaucoup de films européens se font grâce au cinéma français, il faut quand même le dire aussi, parce que le système du cinéma français permet à des films roumains d'être coproduits en France, à des films tchèques d'être coproduits en France, des films allemands et autres. Donc, mais en même temps, à la décharge des producteurs, ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on est d'abord, aujourd'hui, c'est les diffuseurs qui font la loi. Les producteurs, depuis 20-30 ans, ne représentent plus grand-chose, alors qu'ils ont été des gens incroyables. On a eu des producteurs incroyables en France. Moi, j'ai travaillé avec Jacques Perrin, j'ai fait le film Océan. Je n'ai pas fait tout le film parce qu'il a duré 5 ans le tournage. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour Jacques, je l'aimais beaucoup. Ça a été un vrai et grand producteur du cinéma français. Il allait faire l'acteur parfois pour faire en sorte que Galatée ait de l'argent pour payer les techniciens qu'il embauchait sur ses films. C'était ça, être producteur. Le producteur. Serge Silberman a été un grand producteur. Georges de Beaurecar a été un grand producteur. C'était des joueurs, mais c'était pas la même époque non plus. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu vois qu'on a à peu près 700 films qui sortent par an en salle, on a à peu près... Ça ne veut pas dire qu'on fait 700 nouveautés. Non, ça veut dire que je crois que le cinéma français, il doit tourner aujourd'hui autour de 250 films. 309. Et là-dedans, on a quoi ? On a 70 premiers films ou 60 premiers films, en sachant très bien que le réalisateur d'un premier film, il a une chance sur 3, sur 4, sur 5 d'en faire un deuxième. Donc, toutes les plateformes ont bouleversé la donne. Donc, aujourd'hui, il y a une offre qui est pléthore et qui est folle. Et à la fois, le ticket de cinéma aujourd'hui, il est dans les grandes villes, nous on est à Paris, il est autour de quoi, 15 balles à peu près, 15 euros. Je sais pas, donc j'y mets plus les pieds. Voilà, alors ça dépend. Alors t'as plein d'offres avec la matinée, voilà, tout ça. Bon. Non, puis t'as des cinémas qui sont vraiment pas chers, les petites salles indépendantes sont vraiment pas chères. Il faut pas oublier que on va parler des grands groupes, des grandes salles les UGC, le pâté Beaugrenelle, c'est 22 balles. C'est 22 balles. Voilà, tu vois, donc sans boisson, sans rien. Vu la crise économique que subissent les gens. Tu peux pas, si tu dois faire garder tes gosses en plus pour aller au cinéma et tout, bon bah c'est sûr que on est face à une problématique. Voilà. Donc en fait, on a énormément de problèmes au milieu du cinéma français ou même européen ou même mondial, parce que même les Américains, faut pas croire, c'est très compliqué pour eux, parce que un film américain c'est autour de moyenne 50 millions de dollars, il faut à peu près autant de frais de sortie monde. Les exploitants, ils prennent la moitié de la recette. Donc, tu vois, pour que tu sois déjà à zéro, ce que tu dois sortir comme argent. Donc, être producteur aujourd'hui, c'est un vrai sacerdoce. En plus, là-dessus, tu rajoutes les coprods, tu rajoutes tous les guichets qui sont d'une complexité abyssale. Alors, qu'est-ce que moi, j'aimerais pas être producteur aujourd'hui. Alors, les guichets, c'est tous les modes de financement d'un film. D'accord. Quand Claude Lelouch, par exemple, il a commencé avec son 5e film à nommer une femme dans les années 60. Je pense qu'à l'époque, il y avait 5 guichets. Tu avais le distributeur, les ventes internationales, un peu de CNC avec l'avance sur recette. Aujourd'hui, tu as des films indépendants qui se retrouvent avec 10, 15, 20 guichets. Donc, tu imagines le nombre de contrats à gérer, le nombre de problématiques. Alors, on te dit qu'il faut tourner en région pour pouvoir avoir des aides régionales. Il faut avoir tant de techniciens en région. On te dit pour avoir des tax shelters en Belgique pour que tu puisses payer. Non, c'est devenu un enfer. Parce que
comment il s'appelle, le nom m'échappe, mais ça va revenir, qui explique, qui est un ancien comédien, un ancien de la culture, celui qui fait un super les conférences gesticulées. Oui. Voilà, ça va vous revenir tous, et qui explique que au bout d'un moment, être à la tête d'une petite compagnie, ça consiste à savoir remplir des dossiers administratifs pour demander de l'argent. Mais oui, mais tout à fait. Mais oui, c'est toute la complexité et la perversité du système du cinéma français. C'est-à-dire qu'on a un système qui est absolument génial, parce qu'il permet à une industrie d'exister, Donc une industrie, ça concerne tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, oui, effectivement, l'État français met de l'argent dans le Centre national du cinéma, mais en même temps, cet argent, il y a aussi une part qui revient sur les tickets, ce qu'on appelle la TSA, c'est les tickets sur chaque entrée. Quand un film américain fait 10 millions d'entrées, il y a un pourcentage de chaque ticket qui revient au cinéma français. Tout ce système pérenne est vraiment formidable. Le problème, c'est qu'on est un pays qui est de plus en plus corrompu. On le voit au niveau parti politique, on le voit à tous les niveaux. On vient de le voir avec Anne Hidalgo, le Conseil d'État dit non, circulez, il n'y a rien à voir, les gars. Non, mais c'est de l'argent public. Non, mais il n'y a rien à voir. Bon, on est là, dans tous les domaines, c'est comme ça. On a quand même eu un président du CNC, quand même, qui a été imposé par le président de la République, qui s'est retrouvé. Boutonnat, qui s'est retrouvé. Bon. Donc, on est dans un système complètement fou. On est un pays qui est en train de s'effondrer, qui va mordre la poussière, ça c'est sûr, parce qu'ils ont tout fait pour qu'ils mordent la poussière et qu'ils s'effondrent. Donc, actuellement, la culture est dans le même cas. C'est-à-dire que moi, je pense que la médiocrité dans laquelle nous vivons, qu'elle soit télévisuelle, médiatique, presse, radio, il y a quand même des gens formidables dans tout ça, mais globalement, on voit bien tout ce qu'on assiste à un déclin civilisationnel de la France à tous les niveaux. On voit le niveau politique. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est pas médiocre, c'est même pire que médiocre. Il n'y a même plus de mots dans le dictionnaire. Donc on est à 50 mots près. Voilà, c'est-à-dire que comme ils ont mis en place tout un système pour qu'il s'effondre, tout a été voulu pour que tout s'effondre. Et la culture et le cinéma est en train de prendre la même voie. Parce que c'est presque... Attends, mais tu dis que ça s'effondre, mais en fait, il y a quand même 309 films qui sont faits par... C'est tout à fait vrai, mais justement, regarde les films. Quels sont les films qui vont rester? Quels sont les films qui... Moi, je suis cinéphile avant d'être réalisateur. Je ne vais pratiquement plus au cinéma. Moi non plus. À une époque, je voyais 100 films par an. Moi, je regarde que Aujourd'hui, je vois très peu de films. Là, je suis allé voir le Paul Thomas Anderson parce que c'est un cinéaste que j'adore et c'est un cinéaste américain. Donc, je suis allé voir son film. Mais sinon, je vais pratiquement plus au cinéma. Et j'en suis le premier catastrophé. Mais moi, en tant que réalisateur ou en tant que cinéaste, moi, j'aime mieux le mot cinéaste parce que c'est plus beau et c'est le cinéma comme j'aime. Les films que j'aime, les films que j'adore, ils sont, pour la plupart, malheureusement, ils sont anciens. Donc, quand j'ai envie de voir de la mise en scène, quand j'ai envie de me dire, tiens, je vais aller voir un putain de film qui va me permettre d'apprendre ce que c'est que la grammaire cinématographique, je ne vais pas voir des films actuels. À part quelques exceptions. Mais franchement, globalement, je vois des films plutôt anciens. Je me posais la question par rapport à ce que vous dites déjà. Est-ce que le fait de produire un film dans un système de financement, de subventions, c'est pas juste un prétexte pour toucher les subventions? Il suffit juste d'en... Et je vais... Alors, c'est Franck Lepage, je viens de retrouver le nom. Et je pose plutôt, je vais reformuler mes questions sous une autre forme. J'ai été... je faisais un voyage aux États-Unis, il y a... longtemps, et j'avais un pass dans les bus Greyhound, tu vois, donc j'ai pu vraiment tourner. Alors c'est grand, mais j'ai quand même pu aller de New York à Chicago, et je me suis dit, voilà, le thème, ça a été tous les jours, je veux de la musique live. Et aux États-Unis, tous les jours, il y a de la musique live. Et la première chose, j'ai vu de tout. J'ai vu du bon gros rock de ricain, j'ai vu la musique classique, j'ai écouté la musique classique, j'ai écouté du jazz, du blues, musique expérimentale, tu vois, des trucs. J'avais tous les jours de la musique en live. Et ma question, vous allez voir, c'est que il me semble que le niveau musical des musiciens américains professionnels est bien supérieur au niveau musical des musiciens français professionnels. Que tu trouves comme ça dans que tu vois dans la rue, tu vois des musiciens qui ont un niveau... Parce que, de fait, ils ne sont subventionnés par personne, donc il faut qu'ils soient bons. Oui, mais là, on rentre dans un débat qui est complexe, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, et à la fois, je ne suis pas d'accord, parce que
Si on avait fait, si on jugeait les gens qu'au nombre d'entrées qu'ils font et au succès qu'ils ont, tout serait totalement différent que ce que tu vois dans la réalité. Orson Welles, par exemple, il n'aurait pas fait de film. Citizen Kane, ça a été un bide. Hein. Ça a été un bide. Ouais. Oui. Si tu prends la plupart des grands cinéastes, Tarkovsky, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ait fait des millions d'entrées. Je veux dire, les Marvel font plus d'entrées que Tarkovsky. Non, donc du coup, c'est extrêmement compliqué. Et justement, moi, quand j'étais à l'ARP, donc les auteurs et les auteurs-producteurs, c'est un syndicat où on est 230 cinéastes. On avait ces grands, moi j'étais au conseil d'administration, on avait des grands débats là-dessus, sur les films du milieu qui étaient en train de disparaître. C'est-à-dire, c'est les films du milieu, les Resnais, les Truffaut, tous ces films-là, qui ont fait la richesse du cinéma français. Et d'ailleurs, si tu reprends le box-office des années 70, tu avais des grands cinéastes qui faisaient des entrées. Tu prends le box-office aujourd'hui et tu regardes. Il n'y a pas de grands cinéastes qui font des entrées. Parce qu'il n'y en a pas. Il y en a très peu. La question plus profonde et plus... J'ai la liste. Tu as la liste. Tu vas nous la donner. La question plus profonde, c'est finalement ni plus ni moins que la position et la place de l'artiste dans la cité. Oui, alors déjà ça... Alors, bon, il y a quand même un problème avec le cinéma. Faut quand même, là, on a dit, autant j'ai dit, ça s'est démocratisé, machin et tout, ça reste quand même une grosse machine qui se fait avec beaucoup de gens et il faut de l'argent pour faire un film. Il faut de l'argent. Voilà, tu peux bricoler 2-3 trucs, tu peux avoir un coup de bol, machin et tout, mais c'est pas un plan de carrière, je veux dire. À un moment, il faut payer, il faut les nourrir, voilà, et tout, c'est des chèques. Hein. C'est ça qui a beaucoup changé aussi, c'est effectivement le coût de la vie. Le coût des choses, qui a vraiment... Si vous regardez un devis de film aujourd'hui, vous êtes... Bon, je mets à part le star system, ok, on ne parle pas de ça, on parle juste du coût de la fabrication d'un film. Quand tu regardes le coût de la vie, ce que ça représente sur le devis d'un film, c'est monstrueux, c'est dément. Moi, j'ai réalisé un long que j'ai aussi produit, donc je connais les choses. À une époque, je connaissais beaucoup, même d'ailleurs, le prix des choses que maintenant. Mais c'est incroyable. Et c'est ça qui a beaucoup changé. D'ailleurs, Kubrick, il en parlait même déjà au début des années 80. Donc il y a le logement. Il y a le logement, la nourriture, c'est fou. L'hôtel, le transport, le coût de l'essence. Mais quand tu regardes tout ça, tu vois bien que ça représente des sommes colossales. Donc effectivement, les films ont pris une plus-value qui est devenue folle. Et je ne parle pas du star system qui est encore autre chose. Mais c'est dingue, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les prix de revient d'un film... même tu veux faire un tout petit film, tout simple et tout, t'en as déjà pour 2 millions et demi. Et personne se gave sur la bête. C'est juste que il faut, quand tu mets 30 jours de tournage ou 25 jours de tournage avec 50 personnes, tu regardes ce que ça te coûte en nourriture, en logement, en essence, en location de véhicules. Et là, tu te dis, ah ouais, déjà, on en est là. Et tu n'as pas tourné un mètre de pellicule ou un mètre de carte SD, quoi. Ou une carte SD, quoi. Tu vois. Et après, effectivement, tu vois, la location du matériel, c'est très cher. Mais les loueurs, faut qu'ils vivent aussi. Il faut qu'ils payent leurs locaux, il faut qu'ils payent l'électricité, il faut qu'ils payent... Donc, on est dans une spirale qui est vraiment sociétale, en fait, qui n'est pas liée uniquement au cinéma. Parce que ça a l'air d'être... Le prix du logement comment dire, est un problème pour tout le monde. Oui. Non, pas que le cinéma. Non, moi, après, là, on peut mettre les pieds dans le plat. Pardon, je t'ai coupé. On peut mettre les pieds dans le plat par rapport au Star System. Là, on peut y aller. C'est le coup de grâce. Là, c'est le coup de grâce parce qu'en fait, on a le Star System le plus cher de la planète et le moins rentable. Grâce au CNC. Oui, parce que non, c'est pas forcément grâce au CNC, c'est grâce à tout un système qui s'est mis en place. J'ai écrit un roman où j'ai tiré un peu le trait fort qui s'appelle Ce ruban de rêve. Je me suis amusé parce que j'en avais ras-le-bol, j'ai eu envie honnêtement d'ouvrir ma gueule, j'en ai eu marre. Donc j'ai écrit ce roman pour expliquer un petit peu aux gens ce qu'était aujourd'hui le système de la culture en France, et qu'il y a des gens qui ont le droit d'exister, il y a des gens qui n'ont pas le droit d'exister. Ça, c'est vrai. Alors tu vas me dire, ça a toujours été le cas. Sauf que le problème, c'est que ça s'aggrave, c'est de pire en pire, et effectivement, les 3/4 de ces gens ne font pas d'entrée. Et effectivement, les 3/4 de ces films, on a quand même eu cet été un exemple... d'un film qui est sorti avec, je crois que c'est Cadmerade. Le film est tellement médiocre que le producteur a dit, ça arrive jamais, hein. Il a dit, on va faire une sortie technique là, parce que là c'est tellement mauvais. Mais je crois que le film il a coûté 12 millions à vérifier, je suis pas sûr de moi. Deux copies en France. Ouais, alors ça me fascine. Et là tu te dis, mais à quel moment qui a lu ce scénario? Qui c'est? Enfin, moi j'ai le dernier Astérix fait par Guillaume Canet.
les bras t'en tombent. C'est-à-dire que, moi je peux en parler, j'ai fait le premier Astérix de Claude Zidi comme technicien. C'est là-dessus que j'ai rencontré ma femme en 98, qui n'était pas non plus un chef-d'œuvre, mais on a fait 9 millions d'entrées. Tu parles de ta femme, là? Et tu vois, et du coup tu dis, mais qui a lu ce scénario? Qui a pu donner son accord? Et là, comme par hasard, tu trouves tous les comédiens du cinéma français, tout le monde est là. Bah oui. Donc ça veut dire que la gamelle est bonne, parce que sinon tout le monde ne serait pas là. Toutes les chaînes de télé, ça leur pose pas de problème d'un seul coup. Personne dit non, mais il n'y a pas un problème là quand même. Vous trouvez ça bon? Le film, il coûte autour de 60 millions d'euros. C'est ça, j'ai 65 canets. Il a fait 4,5 millions. C'est pas le. Enfin, 4,5 millions quand t'as coûté 60. Non, mais pas d'euros. Excuse-moi, mais tu perds beaucoup d'argent. 4,5 millions d'entrées. Pas 4 oui, millions 4,5 millions d'entrées quand t'as fait 60, quand ça coûte 60 millions d'euros, t'es pas bon. T'es pas dans les clous. Ouais, tu peux pas être dedans. Astérix, c'est un mauvais exemple. Parce que si tu regardes, il te reste un tiers de la recette. Pour le producteur, distributeur et exploitant. Il doit y avoir beaucoup de recettes. Alors il y a des ventes il y a des ventes internationales, mais et puis il y a l'après, l'exploitation à la télé. Oui, la télé, elle est déjà en coprod. Mais voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, si tu veux, t'as le double discours, comme pour le reste de la société. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, toi, à nous, cinéastes indépendants ou des gens comme nous, on te dit « Ah, écoute, la fin, là, les 30 dernières pages, je comprends pas très bien. Moi, si vous saviez ce que j'ai entendu dans ma vie, mais je l'ai écrit d'ailleurs dans ce ruban de rêve, tu tombes de ta chaise. Ce que t'entends dans certaines... Est-ce que vraiment il faut que Jeanne d'Arc elle meure à la fin? Faut la brûler, c'est pas un peu trop trash? Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que je l'ai fait, Jeanne d'Arc de Besson. J'étais technicien dessus. Alors à propos... Donc voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, voilà, tu as tout un circuit, tout un process où là, c'est open bar pour tout le monde. Et c'est à l'image du pays. Ouais, c'est-à-dire qu'on est devenu l'un des pays les plus corrompus du monde. Il y a plein de gens qui n'en sont pas conscients, qui ne veulent pas le voir, parce que sinon c'est pas possible, la France, grand pays et tout. Bah non, pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, tu parles. Et donc tu as toute une classe, on va appeler ça l'élite, allez, admettons, pour prendre un chemin plus court, pour prendre un résumé. Et de l'autre côté, les autres, non. Les gueux, non, vous n'avez pas le droit. Non. Mais là, ça n'a pas marché. Ah oui, mais t'inquiète pas. Moi, je me souviens une fois avec mon directeur de production, on avait une chaîne de télé, on avait dit, mais on ne comprend pas, là, il a... non, vous ne pouvez pas avoir les deux chaînes. Ah bah oui, mais Tavernier, il a les deux chaînes. Oui, mais c'est pas pareil. Ah bah pourquoi c'est pas pareil? Et en fait, tu entends ça constamment. J'ai rien contre Tata, on l'aimait tous beaucoup, et c'était un monsieur qui aimait le cinéma et qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma. Donc, c'est pas contre lui que je dis ça. C'est juste qu'on se rend compte, qu'on voit qu'il y a deux classes, comme le reste de la société, pareil dans le monde éducatif, pareil dans le monde de la justice, pareil dans le monde de la santé. C'est pas, voilà, on est... Donc vous avez le droit d'exister, vous n'avez pas le droit d'exister. Et ça s'est terriblement accentué depuis 7-8 ans. D'accord. Mais alors, quand tu dis sur le... parce que là, tu dis... bon, avant, c'était caché, maintenant, c'est ouvert. Ouais. Oui, parce que là, on a les chiffres. Pas les réseaux. Moi, j'étais étonné. Il y a un truc qui m'a étonné, parce que là, j'ai beaucoup de chiffres que j'ai eu par Destination Ciné. Mais voilà, quand tu regardes, tu demandes... tu essayes d'avoir les chiffres du CNC. Tu vois, même sur les entrées, des budgets, c'est comme pour le financement de France Télévisions. Tu n'arrives pas à trouver les infos, en fait. Si, tu arrives à les... normalement, le rapport du CNC, tu as un petit peu... Tu as tous les chiffres qui sortent. Si tu le lis, que tu regardes bien... moi, j'étais assez... même sur les entrées salles, j'arrive pas à avoir des trucs... c'est très... Après, les entrées salles, c'est... Enfin, de toute façon... c'est pareil, c'est comme le reste. On vit dans un grand mensonge. Tout est mensonge. C'est-à-dire que je pense, moi, que même tous les devis de films sont bidons. Je pense que les entrées sont pas si... Enfin, je vois les films américains, on te dit ça a coûté tant et tout. T'as du mal à te dire. 500 millions de dollars. Tu vois ce que c'est, 500 millions de dollars? Tu dis... Voilà, donc moi, je suis un peu sceptique sur tout ça. On te dit, il y a tant d'entrées et tout, mais... Par exemple, le cinéma, tout à l'heure tu disais 80, moi je pense que c'est 95% des films qui sont pas rentables en salle, c'est-à-dire qu'on a 5% des films qui sont amortis en salle. Alors la carrière d'un film, c'est pas que la salle, parce que ça peut être très long, ça peut être 10, 15, 20, 30 ans. Après, le problème, c'est que le turnover, aujourd'hui on a à peu près 15 nouveautés qui sortent par semaine.
Donc c'est la loi du plus fort, quelque part. On en revient à ça, encore une fois. C'est-à-dire le plus fort doit écraser les autres parce que c'est un fromage qui n'est pas extensible. Donc plus le premier va prendre de parts de marché, plus les autres vont disparaître vite. Et comme en plus, le mercredi, tu sors et le lundi, on te dit si tu vas rester en salle ou pas, si tu vas disparaître ou pas, c'est d'une violence absolue. Il ne faut jamais oublier que faire un mauvais film demande autant d'énergie que d'en faire un bon. Non, mais c'est vrai. Alors, donc, tu as des techniciens qui... Il faut du talent pour être mauvais. Qui travaillent énormément sur des films, et puis, le film est mauvais, mais en même temps, ils savent dès le départ que le film sera mauvais parce qu'il faut bien qu'ils mangent, parce qu'il faut bien... Faut pas croire, hein, beaucoup de gens dans le cinéma ne gagnent pas très bien leur vie. Mais Le Canet, il était mauvais dès le début, tout le monde le savait. Oui, mais bon, écoute, ça a fait travailler des gens pendant peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Donc on parle d'industrie. C'est une industrie. Moi, c'est pareil. J'ai un discours qui est complètement ambivalent parce que d'un côté, le système de subvention, bon, c'est mon truc personnel. Moi, j'ai une très mauvaise expérience avec le CNC. Ce système de subvention, je vois trop les effets pervers sur la création, en fait. Mais par contre, à côté de ça, j'ai plein de potes comédiens, de techniciens, de machin, et effectivement, c'est un business, quoi. Ils en vivent, quoi. C'est un métier, donc je me dis finalement, ça fait quand même, ça fonctionne. Moi, ce qui me désole dans tout ça, c'est la qualité des films, en fait, comme tu disais. Alors qu'on a les bons techniciens. Oui, voilà. Alors, c'est ce que j'avais. On a tout. Est-ce que donc parce que moi, c'est en fait vraiment le débat qui m'intéresse, c'est vraiment l'influence de ce système sur l'offre de films, en fait, parce que le cinéma a déjà eu des périodes de crise. Et puis il y a eu des crises économiques en général, et c'est pas forcément, il n'y avait pas forcément des mauvais films, ça a pu générer des bonnes cinématographies. Enfin, je veux dire, quand Hollywood s'est cherché au moment du nouvel Hollywood, enfin quand le nouvel Hollywood s'est créé, c'était justement dans une époque de complète perdition de l'industrie, en fait. Et tous les cinéastes dont tu as parlé viennent de cette époque-là. Donc pourquoi ça n'arrive pas en France ? C'est ça que pourquoi en France on a cette offre de. Alors, il y a des choses très intéressantes, mais on a l'impression en fait d'un jour sans fin permanent de grosses comédies françaises à la con dont toutes les affiches se ressemblent avec des titres tous pareils. Et quand on n'est pas là-dedans, on est dans le film social, mais le film social à la parisienne toujours, donc avec une vision de la France qui est toujours honnêtement, qui est un prisme qui est très rarement avec de la substance, en fait. On a toujours l'impression qu'ils vont tourner dans tel coin de la France parce qu'ils ont les avantages pour tourner dans tel coin de la France, et que c'est jamais... justement, j'avais pris l'exemple d'un film tourné à La Rochelle avec Agnès Jaoui. Mais parce que je pense que tu mets le point sur important. Tout ce que tu dis est totalement juste. Mais je pense que quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, je pense qu'on n'a plus de liberté. C'est-à-dire que aujourd'hui, un réalisateur qui vient d'un pays du tiers-monde, on va dire, allez, on va grossir le trait, qui prend sa caméra, va peut-être sortir un excellent film, parce que nous, on est enfermés dans un carcan qui est de tous les côtés. D'accord. Comme je l'expliquais tout à l'heure, alors on te dit, en France, on a de la liberté. Ok, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux aller proposer un sujet, mais tu vas voir qu'il y a plein de sujets que tu ne peux plus faire. Mais on ne va pas te dire que c'est interdit de faire ça. Donc, j'allais y venir. Voilà, on va te regarder, on va dire non, ça j'aime pas trop, tu vois, ça passe pas, non, c'est un peu clivant, c'est un peu, tu crois qu'on peut pas, voilà, donc déjà c'est bon. Et ensuite, comme j'expliquais tout à l'heure, t'es pris dans les tenailles de partout. Je te dis, il faut que tu aies une région, donc les techniciens de la région, il faut que ta post-prod, que tu ailles la faire là, parce qu'il te faut maintenant la diversité, donc... tu prends un ingénieur du son, mais il faut que le perchman soit de la diversité. Il faut que le tournage soit éco-responsable. Il faut que le tournage soit éco-responsable. Là, j'ai appris il n'y a pas longtemps par des copains que même les comédiens, ils n'ont plus leur scénario en papier. Il faut qu'ils aient une tablette, mais un comédien, il a besoin de son papier pour... je veux dire, et alors la tablette, elle est quoi alors ? Elle est éco-responsable Non, mais c'est-à-dire qu'on est entouré de normes. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis franco-suisse. Il y a 30 ans, allez, un peu plus de 30 ans, la création en Suisse et la création en France est à peu près identique. C'est-à-dire, je vais te prendre un chiffre, on était à peu près à 40% de création et de... La Suisse est toujours au même chiffre, mais nous, on est passé à 10, à 15. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu tellement de l'administration, tout le système qui s'est mis en place autour de cette administration empêche les créateurs de bosser, empêche les chefs d'entreprise de bosser, empêche tout le monde de bosser. Parce qu'on a tout dévoyé, on a tout, tu vois. Et donc, aujourd'hui, si tu veux créer, déjà, le premier truc à dire, non, écoute,
tu vois, déjà l'enthousiasme, tu l'oublies. C'est terminé l'enthousiasme dans ce pays. Donc déjà, tu te bats contre tout le monde qui a déjà pas d'enthousiasme. Alors après, tu dois en plus aller combattre l'administration qui, elle, va te dire « Ah, mais vous n'avez pas tel truc. Ah, mais vous n'avez pas tel truc. » Même, tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai une copine réalisatrice qui m'a dit « Tu sais qu'on me demande sur le dossier, avant d'avoir tourné le film, ce qu'on va manger pour les co-responsables. » Voilà, on va te dire, est-ce que le vendredi, vous aurez poisson ? Est-ce que vous aurez de la viande ? Non, mais on est devenu un pays de cinglés. On est devenu un pays de malades. Donc, sans gluten pour moi. Un producteur qui se retrouve avec toutes les contraintes et la difficulté de produire un film, parce que être producteur aujourd'hui, franchement, c'est un sacerdoce. Enfin, moi, j'admire les gars, parce que c'est un enfer. Tu passes 3-4 ans de ta vie à monter un film, il sort le mercredi, les journalistes, ils arrivent avec le gun, ils te mettent 3 bastos, le film, il est mort, le lundi, il dégage, les exploitants disent « Ah non, il a fait 5 entrées, allez, dégage !» Alors qu'il y a plein de beaux films aussi, il y a plein de pépites, sauf qu'elles n'ont pas le temps d'exister, elles ne peuvent pas être vues. Donc, de dire que le cinéma français est médiocre, c'est pas vrai, parce que bien sûr, il y a les 80%, c'est toujours à 80-20. Hein. 80% de films qui sont vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais tu as 20% de gens qui se coupent les veines pour faire des films, qui se sacrifient, que c'est des années où tu dors pas, donc faut. Et puis il y a des gens, ces 20% tiennent le cinéma dans le sens où ils permettent à des films d'exister avec encore des sujets, enfin encore une passion. Ils sont animés encore. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour essayer de nous sortir de... Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on pourrait envisager pour nous sortir du marasme qui n'est pas... Effectivement, le cinéma est en soi une sorte de... C'est le canari dans la mine. C'est la traduction d'un marasme qui est beaucoup plus général que celui-là. Mais totalement. Que le cinéma. Non. Moi, je pourrais parler de la musique qui ressemble étrangement à la question du cinéma. Tout ce qu'on vient de dire, on peut le transcrire dans la musique. On peut espérer donc un changement. On peut espérer. Quelles seraient les pistes ? Quel film il faudrait dans quel film on pourrait rêver un avenir plus radieux ? Moi, je pense que le problème, c'est un problème de fond, et pour moi, c'est un problème de conscience. C'est-à-dire, voilà. On est dans un effondrement civilisationnel. Ceux qui ne veulent pas le voir, on ne peut plus rien faire pour eux. On a bien vu que le Covid, ça a été la clé de contact de mettre en place un système tyrannique et un système totalitaire. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent derrière tout ça, c'est de nous emprisonner dans leur système numérique. Enfin, je veux dire, le crédit social nous pend au nez, il arrive à vitesse grand V avec l'identité numérique, et peu de gens ont l'air de voir la gravité et le problème que ça représente, mais ça va impacter tout le reste. C'est-à-dire que tu feras un film qui ne correspond pas au discours ambiant ou à la politique ambiante, tu disparaîtras, tu seras désactivé. Tu mettras un tweet qui ne va pas dans le sens du gouvernement, tu seras désactivé. Tu ne voudras pas prendre tel type de médicament qu'on te force à prendre, tu seras désactivé. Et tout est lié, en fait. Et je pense que soit on retourne la table, globalement, et ça ne va pas être drôle, et c'est un moment qui va vraiment être délicat à passer, parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de retourner la table parce qu'ils ont peur de perdre leurs petits privilèges, qu'il leur reste, parce que bientôt ils vont disparaître leurs petits privilèges, parce que c'est prévu qu'ils disparaissent. Et la vie reste confortable. En 2030, ils n'auront plus leurs petits privilèges. Leurs habitations, ils croient qu'ils vont continuer à les posséder, mais ils ne vont plus les posséder parce qu'ils mettent en place tout un système pour que tu ne possèdes plus tes biens, que tu ne possèdes plus de bagnole, que tu aies accès à plus rien. Donc, soit il y a un réveil, et quand je dis un réveil, c'est un système de conscience des êtres humains, soit on est mort. Donc, dans ce réveil, il y a le cinéma. Oui, et ce réveil, c'est dans nos consciences, avec qui on veut vivre, de quelle manière on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut donner à l'humanité, qu'est-ce qu'on veut apporter à l'humanité, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'être un mec médiocre, donner de la merde, et toute la journée leur donner de la merde, et avec l'IA, je pourrais encore plus donner de la merde, parce que j'aurai encore moins d'efforts à faire, parce que je serai encore plus con au bout d'un moment, parce que tout ça est lié, c'est un puzzle, il faut voir chaque pièce du puzzle. Je ne dis pas que tout est mauvais dans l'IA, c'est pas du tout ça. Je dis juste qu'il faut absolument que l'humanité, et c'est en train de se réveiller, ça met du temps, mais je le sens que c'est en train de se réveiller, parce qu'il y a eu la goutte d'eau il y a 2 ans qui a fait déborder le vase, et on voit que la goutte d'eau au niveau mondial, elle passe plus. Et là, je sens que on est peut-être sur la bonne voie. Moi, je suis très positif pour l'avenir, mais je pense que le passage, il va être très compliqué. Parce que de fait, tu dis le confinement, ça a été la clé de contact. Je me dis, Seb, nous, on a commencé à parler, à se rencontrer. Est-ce que ça n'a pas été la clé de contact de la sécession ? Voilà, on va faire, parce qu'on a un point commun, on va peut-être finir là-dessus d'ailleurs. Voilà. Dans la dernière partie de l'émission, je sais très bien ce que tu dis sur que le cinéma finalement est qu'une
conséquence d'un ensemble plus vaste, et que changeons le monde, les films suivront en fait, en gros. Totalement. Alors, parce que tu as fait un film, donc je l'ai dit je sais pas si je l'ai dit en intro, mais si, tu as fait un film sur le Covid, et que j'ai vu hier, et on a un point commun tous les trois autour de la table, c'est que On est contre. on n'aime pas. Le Covid, Non, on est contre. On a tous fait quelque chose par rapport à cet épisode. Alors, je parle même pas du Covid, je parle plutôt de la gestion sanitaire, Voilà, la gestion sanitaire et des passes sanitaires. C'est plutôt cette période-là, en fait. Moi, j'ai fait un livre, tu as fait un film. Moi, j'allais dire, j'ai fait un enfant. C'est une période qui, en tout cas, pour nous, a été un révélateur. Alors, je sais pas si ça a été un révélateur, mais en tout cas, moi, ça a été une confirmation, mais même au-delà de ce que je... Déjà, on s'est rencontrés. Et on voit que là, on peut même dire Steve, on se rencontre, Seb, on s'était rencontrés à ce moment-là. C'est déjà une conséquence de ce passage-là. Moi, je crois qu'il y a une session. Enfin, on est d'accord tous les trois qu'on a tiré des traits dans notre agenda. Ah oui, il y a des gens qui ont disparu. Il y a des gens qui ont disparu. Ouais. Mais non, ça a été une sorte de... En tout cas, pour moi, ça a été une... Je sais pas une prise de conscience, mais j'imaginais dans mon... Tu sais, j'avais toujours fait un ratio 70-30 chez les gens. En fait, je me suis dit, bon... 70% des gens qui suivent, et puis il y a 30% qui portent un peu tout le reste, quoi. Et là, en fait, suite à cette expérience, je me suis dit, c'est plutôt du 90-10, en fait. J'ai un peu révisé ça m'a fait vraiment... Alors après ça, je pense, comme tu dis, je pense que... bon, c'est passé, mais je pense que c'est toujours là. Et je vais même te dire, je pense qu'on en parle tellement peu. Je trouve que c'est hallucinant comme ça a disparu de toutes les conversations, de tous les angles de vue et de prise de position. Le Covid et la gestion sanitaire a disparu. C'était il y a 4 ans. Il y a 3 ans même, en 2022, on y était encore. On remplissait des attestations pour s'autoriser. Je trouve ça hallucinant. Je trouve que c'est suspect, que personne n'en parle, c'est que c'est pas digéré. Tu vois non, ça veut dire, pour moi, enfin, ça veut dire que les gens qui ont obéi et qui ont mis au pilori ceux qui n'ont pas obéi veulent absolument pas en parler parce qu'ils sont absolument pas bien avec eux-mêmes. Tu crois ça ? Ah, moi, j'en suis persuadé. Ils ont eu tort. Pourquoi j'ai fait Y a-t-il encore un adulte sur cette planète que j'ai fait sur mon temps libre avec mes économies et tout seul ? C'est parce que moi, j'étais fou de me rendre compte du comportement de nombreux parents et de gens par rapport à leurs enfants. Mais je veux dire, on vient de vivre un truc de dingue, on vient de vivre un truc qui est inadmissible, et des gens se sont comportés avec leurs gosses, mais d'une façon épouvantable. Il ne faut pas oublier que ces enfants vont devenir les adultes de demain, donc ils vont vivre avec ce qu'ils ont vécu. Comment ça va être perçu plus tard ? Comment il va y avoir des règlements de compte avec des parents ? Des parents qui ont enfermé leurs gamins dans leur chambre, des parents qui ont abandonné leurs gamins, des parents qui les ont laissés dans la nature, qui les ont masqués jour et nuit. Enfin, on assistait à des trucs de tarés. Ces gens sont tarés. Donc moi, j'ai fait ce film parce que ce que j'ai fait, j'ai pris des gamins de 6 ans, je crois que le premier, il a 6 ans, à 23 ans, et je leur ai posé tous les mêmes questions. Globalement, comment vous avez géré cette crise Covid ? Dedans, il y a 2 enfants qui sont les miens. Il y en a 3-4 que je connaissais. Et les autres, je ne les ai jamais vus. Et c'était très intéressant. Et moi, j'ai adoré faire cette expérience. Je suis allé un peu partout en France, voir les enfants. Parce que moi, ça me rendait dingue de voir comment la maltraitance qu'il y avait des enfants, comment des instituteurs et des professeurs ont maltraité des gosses. Moi, j'étais dans une manif. L'idée, elle est venue assez simple. Je crois que c'était comme ça, l'idée m'est venue comme ça. J'étais dans une manif contre le pass sanitaire à Montpellier, et il y avait un gilet jaune devant, donc je suis allé le voir, lui parler un peu avec lui et tout. Et sa fille, en fait, c'est parce que sa fille avait un panneau, et sa fille parlait de la maltraitance dans sa classe, comment le professeur l'a foutue au fond de la classe, parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se disait. Comment des êtres humains, comment des professeurs des écoles ou des instituts peuvent se comporter ainsi avec des enfants ? Enfin, je veux dire, c'est là où ils ont été très forts, c'est-à-dire qu'ils ont fait, par la peur, ils ont fait régner une peur de partout avec une info continue non-stop, ils ont fait sauter le cerveau des gens. C'est comme ça que tu crées des systèmes totalitaires. Tu fais péter le cerveau et les gens ne réfléchissent plus et ils obéissent. Et comme la masse va dans le même sens, tout le monde se dit comme la masse va dans le même sens, je vais dans le même sens. Mais pas un moment, il y a eu une réflexion, il y a eu un recul, il y a eu une analyse.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la merde parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein de gens malades autour d'eux et ils savent pourquoi. Sinon, c'est pour ça que tout le monde veut oublier. C'est bien que le problème, c'est que tu ne peux pas oublier ça. C'est pas possible. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus parce que tout notre système est en train de se mettre en place à cause de ça. Ouais, moi, dans ton film, il y a un témoignage. C'est vrai que ça m'a fait replonger dans un truc que j'ai pas oublié, mais que j'avais un peu tourné la page. Il y a une gamine qui parle qu'elle se fait vacciner. Finalement, ouais, on n'était pas pour et tout. Puis au final, ouais, c'était plus simple comme ça. Moi, c'est ça qui m'a fasciné dans cette période. C'est ceux qui ont. Moi, j'ai même pas rentré dans le débat pour ou contre le vaccin. Je suis même plus là-dedans. Mais c'était le coup de pression là des grandes vacances là en 2021, avant ces manifs là, où t'as 10 millions de personnes en fait qui ont basculé en 2-3 semaines. C'était plus simple comme ça. C'est plus simple comme ça. C'est le plus simple comme ça. Ouais, tu te fais vacciner pour aller boire un café. Mais c'est démentiel. Et ça, je me dis, mais tu peux l'appliquer. C'est démentiel. Si tu es capable de l'appliquer à la propre santé de tes enfants, je veux dire, c'est bon. Qu'on me parle pas de fascisme ou de machin, le fascisme est à nos portes. Il n'est pas à nos portes. Il est chez toi. Il est là. Il est chez toi. Parce que, mais ça, par contre, il n'y a pas eu de débat. Moi, c'est ça. Non, mais surtout, tout a été confisqué. Il n'y avait pas de débat. Tu n'avais pas le droit d'avoir de débat. Tu n'avais pas le droit d'être dans un mode de vigilance. Tu n'avais pas le droit d'être dans un mode de... Attendez, là, je comprends pas. Le principe de précaution. Mon corps, mon choix. Annulé. Ça a disparu. Surtout, non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que... Bon, on dérive un peu, là, mais... est-ce que vous avez vu des gens mourir, tomber dans la rue ? Non. Jamais. C'est-à-dire qu'on était en train de t'annoncer que c'était pas la peste. C'est ça que tu veux dire. C'est hallucinant. C'est-à-dire que t'as jamais vu quelqu'un tomber mort dans la rue à cause de... On était à 0,05% de décès. Quand on te met une pression monstre comme ça, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'on te cache quelque chose, sinon on te met pas une pression monstre comme ça. Quand tout le monde joue le jeu, que tout le monde ferme sa gueule, que tout le monde, médias et autres, politiques et tout, que tout le monde est dans la même gamelle, il y a un problème. Moi, souvent, je disais aux gens, c'est très simple. Ton voisin est pédophile, tu lui confies tes gosses ? Non. Donc Pfizer te propose un produit, il arrive sur le marché avec un produit. Le Pfizer, en 20 ans, ils ont pris 7 milliards d'euros d'amende, enfin 7 milliards de dollars d'amende, dont 2,5 en 2009. Et ces gens-là, tu vas lui confier ta santé. Et tu n'as pas le droit de dire que tu as un doute quand même. Non, si tu dis que tu as un doute, tu es l'homme à abattre. Donc on voit bien qu'il s'est quand même installé dans le pays un système totalitaire que les gens veulent voir ou pas voir, mais tu peux pas le nier. C'est impossible. C'est impossible de le nier. On avait dit ça et je pense que c'est un petit peu ce sur quoi on pourrait... c'est ce qui nous fait nous retrouver autour de la même table aujourd'hui, c'est que les non-vaccinés sont un peu un groupe témoin, en fait. Enfin, les non-injectés. Les non-injectés, oui. Les non-injectés sont un groupe témoin de ce que les autres ont fait. Oui. Non, mais surtout, on va revenir revenons au thème concernant le cinéma et la culture. Je veux dire, de voir les salles de cinéma, globalement, que moi j'adorais les exploitants, qui ont été les premiers à accepter le pass. MK2, c'est quasiment les premiers à lancer. Que tous les artistes, soi-disant rebelles, se sont tous couchés, enfin pas tous, mais la plupart se sont couchés. Et en plus, ils ont attaqué ceux qui ne se couchaient pas, ils les ont traînés dans la boue. Alors, je veux dire, mais c'est les fous en fait. Et c'est en ça que ça recoupe le sujet le premier sujet sur le cinéma, parce qu'en fait, pour moi, là, ce déclin, la fréquentation des salles, honnêtement, il est parti de là, parce qu'avant, ça allait très très bien le cinéma, enfin très très bien. Ouais, ça allait bien. Moi, j'y allais, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette période-là, de toute façon, je l'avais écrit à l'époque. J'ai dit, ça se trouve, le cinéma, ça en remettra jamais, parce que déjà, ils ont vidé les salles, et puis après ça, le deuxième coup, ça a été le pass. Et puis en plus, il y avait eu des sorties qui avaient été annulées, repoussées, là, avec le James Bond qui était sans cesse repoussé. Je dis, mais bon, moi j'ai dit jamais le cinéma va pouvoir revenir en fait. Et puis les gens vont se déshabituer, c'était déjà mal barré. Et j'ai l'impression que c'est ce qui, en tout cas, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas que la France, c'est mondial en fait. Qu'il y a eu quelque chose qui a une sorte alors je sais pas si c'est la conséquence, si c'est financier ou si c'est le fait de ce système de passe, de discrimination,
de joie forcée ou sous contrôle, ou tu vois, est-ce que ça n'a pas créé une empreinte? Et moi, je pense que oui, ça a créé inconsciemment une empreinte chez les gens, qu'ils soient pour ou contre vaccinés ou pas d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui est cassé en fait. Et que c'est... Alors, et on le voit aussi dans les restaurants, c'est-à-dire que les restaurants, ils n'arrêtent pas de se plaindre, il n'y a plus personne. Oui, mais bon, tout ça c'était déjà annoncé. Enfin, si tu lis si tu te informes et que tu lis les livres, bah, tu lis le bouquin de Klaus Schwab, il te l'annonçait. Hein, il te l'annonçait que les restaurateurs et que les hôteliers allaient prendre une grosse claque parce que c'était voulu. Ils ont tout installé pour qu'on arrive à l'agenda 2030. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais donc ils sont en train de mettre en place tout ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'en plus ils te le disent. Donc de ne pas l'entendre ou ne pas le voir, on ne peut rien faire pour toi. Si tu veux pas accepter que eux sont en train de ils sont en train de te dire ça c'est terminé pour toi, ça c'est terminé pour toi, ça c'est terminé pour toi. Ah bon, mais je crois qu'il y a aussi une question très simple, c'est que le cinéma et par exemple le restaurant, mais le théâtre, c'est un loisir de boomers et que les boomers sont en train de mourir. Non, mais tu sais, moi, quand je suis arrivé sur le dîner de con... Je suis pas d'accord, hein, parce que le cinéma, moi, je pense qu'il n'y a que des ados au cinéma. Je trouve que c'est exactement l'inverse, en fait. Moi, quand je suis arrivé sur le dîner de con, on m'a dit le cinéma, non, ça va disparaître, c'est fini, tu vois. Le cinéma a toujours eu une seconde vie. Peut-être que c'est l'IA qui va le tuer, peut-être pas, on ne sait pas. En fait, on n'en sait rien. Donc, moi, je ne suis pas aussi négatif que ça. Il va sûrement muter, il va sûrement se passer des choses. Par exemple, je trouvais ça intéressant. Tu vois, Warner vient de sortir le film de Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre. Et ce qui est intéressant pourquoi je cite cet exemple, parce que ils ont mis 140 millions de dollars sur la table pour faire ce film. Donc ils prennent de très gros risques, vraiment. Ils prennent de très gros risques de sortir ce film. Et je trouve que l'angle que prend Warner, c'est-à-dire je prends un auteur qui n'a pas forcément fait d'énormes millions d'entrées dans sa carrière. Il a fait des films qui ont marché et tout, mais c'est pas des blockbusters. Et ils misent. Ils se disent, voilà, parce qu'ils sont obligés... C'est ça qui nous sauve quelque part. C'est la concurrence, à un moment donné, qui sauve le cinéma. Pourquoi ? Parce que la concurrence, regarde, le nouvel Hollywood est arrivé parce que les cinémas des majors étaient en train de s'effondrer. C'était la catastrophe. Et puis Easy Rider est arrivé... fait avec 3 balles 50 de motards, machin et tout, complètement bourré de liberté. Les gens ont aimé, et ça a relancé après Spielberg, De Palma, Coppola, Lucas, ils sont tous arrivés derrière, et ça nous a fait un grand cinéma américain. Donc je pense que cette compétition qui est en train de se passer, les plateformes sont en train de dire, surtout Netflix, si je ne me trompe pas, dernièrement, a dit, il y a 6-8 mois, nous, les films d'auteurs... ils ont été malins au début, ils sont allés chercher Scorsese, ils sont allés chercher Fincher, ils sont allés chercher tout le monde. Puis aujourd'hui, ils se rendent compte que ces films-là, pas tous, mais certains, ne rencontrent pas le public, même sur la plateforme. Donc, ils ne veulent plus les produire. Donc, les studios qui avaient abandonné ces films-là à une époque sont en train d'essayer de venir les récupérer. Mais bon... Scorsese, avec tout le génie qu'il a, Scorsese, il est quand même âgé et il faudrait un nouveau Scorsese, quoi. Et donc, voilà. Et je pense que toute cette compétition, qui peut être à la fois destructrice et aussi positive, parce qu'elle permet aux gens d'aller chercher la qualité. Tu vois, HBO est une chaîne qui fait de la qualité. Donc, tout le monde, à un moment donné, va être obligé de se bouger et d'aller vers la qualité. Alors... enfin une note positive. Voilà. Alors justement, moi je vais finir là-dessus par rapport à ce que. Je sais pas si on a répondu au débat. Mais de toute façon c'est une vaste question. C'est insoluble. C'est insoluble. Non, mais l'important, il se fait des films. Bon, maintenant, on peut avoir un jugement. On dit, mais sur la rationalité, on cherche un sens à tout ça. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un vide, on va dire. Il y a une absence de sens liée à une sorte d'effondrement, comme tu nous as expliqué, qui est aussi en partie liée, en tout cas en France, à une sorte de système de vases communicants d'argent dont certains en profitent grassement. Maintenant, je voulais finir sur une note positive par rapport à si tu avais éventuellement, tu nous disais qu'il y avait peu de cinéastes, mais est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te... Moi, j'ai parlé tout à l'heure du film de... Non, il y a des cinéastes quand même. J'ai vu un film produit, qui est une coproduction française là, que j'ai vu sur Arte, là, le You de Skolimowski, que je trouve ça absolument génial. Et c'est pas un film qui a du coup très cher en plus. Et voilà. Est-ce que toi, il y a des choses là récemment qui te font... Moi,
je peux le dire, moi qui suis assez peu cinéphile, tu parles de Paul Thomas Anderson et Magnolia est pour moi un chef-d'œuvre. C'est un superbe film. Intersidéral. Oui, non, Magnolia. Écriture chorale, Terry Bligot, c'est formidable. Magnolia. Mais Magnolia, puis caméra. Sache que Magnolia, quand même, quand on parle de construction parfaite, quand tu regardes les bonus des DVD, tu vois que le mec, il était bien paumé sur son film, quand même. Et qu'à un moment, il est vraiment au fond du trou. Il y a, et d'ailleurs, toute une partie du film qui n'est pas dans le film, en fait, parce qu'il y a des personnages qui sont sacrifiés dans Magnolia. Notamment, il y a un couple noir qu'on voit dans le film, mais en fait, ils sont complètement abandonnés dans les histoires. Et au départ, c'était des personnages qui étaient aussi importants que les autres. Mais il a 29 ans quand ce film sort. Oui, il faut voir, il a été repéré à Sundance, je crois, avec son premier film, c'était After Eight, je crois. Hard Eight. Qui n'était pas génial en plus. Non, c'était pas génial, mais après, il y a eu Boogie Nights qui était qui était très bien, super. Et j'ai vu Licorice Pizza, là, son dernier, moi je trouvais très bien. Alors, j'ai pas vu. Tu as vu donc Une bataille après l'autre. Oui, j'ai vu. T'en as pensé quoi? Je suis un petit peu déçu. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le ton du film dans la première partie. Là, j'ai vraiment du mal. Alors, c'est drôle, c'est des histoires de résistants, de révolutionnaires et tout. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à. Ça aurait dû me plaire. Et puis, je me suis dit, mais dans quoi je rentre? Je comprends pas leurs revendications. Je vois pas où ils vont et tout. Et puis, d'un seul coup, au bout de, 45 minutes, 1 heure, le film, il bascule un petit peu dans autre chose. Je dis pas quoi, parce que pour les spectateurs. Et après, j'ai beaucoup aimé la dernière partie. Au niveau mise en scène, moi, j'ai adoré, quoi. Mais c'est un cinéaste que j'adore. Il a du talent, il a de la chance d'avoir des gros budgets quand même pour faire des films. Et donc, on lui donne les moyens de s'exprimer à la hauteur de son talent. Je suis très, très content qu'il existe, qu'il soit là, qu'il fasse des films et que DiCaprio aille chez lui. Je trouve que c'est super parce que ça permet au film d'exister. Et puis, en plus, DiCaprio... franchement, dans le film, il est excellent. Les comédiens sont excellents. C'est vraiment un film, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un film où j'ai des avis aussi différents sur un film. J'ai l'impression que personne n'a vu le même film, quoi. C'est un truc... en même temps, c'est bien. C'est ça qui me fait... c'est ça le cinéma. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu autant de débats sur un film. Peut-être il y avait eu Substance, le film de Coralie Farjac, il y avait eu ça. Mais là, je crois que c'est beaucoup plus... C'est intéressant, Substance. Je préférais son autre film d'avant, qui est très... mais trop long. C'était bien, mais trop long. Finalement, je trouve que c'est une bonne conclusion de notre débat, c'est qu'on est d'accord. Il faut retourner en salle, on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord et que retourner en salle ou pas. Que c'est bien d'avoir des discussions sur les films aussi. C'est vrai, c'est un truc qui j'aime bien ça. Mais de toute façon, le plus important, c'est d'avoir des discussions parce que je trouve que médiatiquement, le débat a été retiré depuis quelques années. On ne peut plus s'exprimer quand on n'est pas d'accord. Une vraie démocratie, justement, c'est quand on n'est pas d'accord parce qu'on échange et ça te fait réfléchir de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Or, aujourd'hui, on te dit c'est blanc ou noir, et entre les deux, le gris n'existe plus. Souvent, les gens, dans les médias mainstream comme dans les médias alternatifs, s'invitent entre eux. Donc, du coup, ça tourne un peu en boucle, en rond. Donc, je trouve que c'est un peu dommage, et ça prive justement de la réflexion. Et dans un pays où il n'y a plus de réflexion, c'est un pays qui est en train de mourir. Bon, merci, ça c'était gai comme fin, merci. Et merde. Merci donc, Steve d'être venu. Merci Steve. Alors, non, parce que tant que tu es conscient, tu avances et donc tu es en vigilance. Bon, en tous les cas, voilà. Oui, non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord. De toute façon, je suis un partisan aussi comme ça, dans du débat. Alors, on va remercier Steve d'être venu. C'était très instructif. J'ai appris des choses. Voilà. Et on va remercier Tancred. Alors, on va remercier Tancred aussi, on lui fait un coucou. On pense à toi. On ne sait pas où tu es, quelque part en France, mais... Je sais où il est. Alors, on va déjà, si vous voulez avoir plus d'infos sur Steve, ses livres que vous pouvez commander sur son site stevemoreau.com. Vous pouvez également voir son film. Rappelle-moi du film. Y a-t-il encore un adulte sur cette planète? Voilà, sur YouTube. Vous tapez. Alors, je vais dire que c'est un film vraiment pour les gens, quoi. Moi, je gagne pas un rond dessus, c'est pas le but. Oui, il est gratuit en ligne. C'est pour vous, regardez-le, faites-le circuler. C'est pour juste donner une température et un état des lieux de nos enfants, de ce qu'on veut pour eux. Voilà, exactement. Donc voilà, je vous invite à voir ce film. Je vais vous remercier tous les deux. Je vais vous remercier, fidèles auditeurs, spectateurs maintenant sur YouTube, en vous invitant
à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important. Abonnez-toi. Voilà, abonne-toi, voilà, abonnez-vous. Moi, je vous vois, mais je suis pas encore. Je sais pas. Je suis les deux. Je suis encore Abonnez-toi. un peu à droite. Voilà, abonnez-vous. Vous pouvez également écouter cette émission sur les plateformes podcast Apple, Spotify, Deezer. Donc, vous pouvez laisser des étoiles, des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez intervenir, vous pouvez nous envoyer un message à jamaipodcast@gmail.com. Nous, on se retrouve très prochainement, je pense mercredi prochain, pour une nouvelle émission recentrée sur l'actualité. Et on fera d'autres émissions thématiques comme celle qu'on vient de faire dans un futur immédiat proche. Voilà. Et à venir. Voilà, merci à tous et on se retrouve. Et je m'aperçois que j'ai complètement oublié d'envoyer la musique de fin. C'est pas grave, il n'y aura pas de musique de fin cette fois. Voilà, j'étais parti. Bon, voilà, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Allez ficeler les paquets et emballer la jancaille.